Monsieur Sall, nous allons évoluer un peu dans vos différents ouvrages. Et maintenant, parlant de l'étoile de Ndour, le roman qui a beaucoup attiré l'attention de Oumar et de Bill. Donc, est-ce que moi, je veux parler un peu de votre slogan. Là où vous avez parlé, le handicap n'est pas un carcan de l'excellence. Si vous dites cela, est-ce que c'est pour encourager une vision inclusive de la société où les compétences et les talents des personnes handicapées sont reconnus et valorisés? Est-ce que ça va dans ce sens ou bien je me trompe? Oui, ça va dans ce sens, ça fait partie, mais c'est également une façon de dire aux personnes handicapées, comme je le disais tantôt, attention, ne vous victimisez pas juste parce que vous êtes handicapé. Ce n'est pas suffisant. Il faut travailler, il faut faire travailler le cerveau du mieux que vous pouvez. Donc, c'est une façon de défendre ces personnes-là, de ne pas rester braquage. Okay. Et mieux faciliter et montrer leur talent et leur connaissance au Ouais. monde. J'aimerais savoir ici, avant qu'on ne passe ce roman d'abord, est-ce que c'est une personne qui a existé ou vous avez créé un personnage pour votre roman? Parce que la manière dont vous êtes parti en lisant le résumé de votre roman, donc est-ce que c'est un personnage que vous avez créé ici pour mieux faire passer votre message ou bien cette personne a réellement existé? Vous savez, il y a un auteur qui disait que le roman, c'est le miroir de la société. Ouais. Et à travers cette affirmation, vous pouvez déjà comprendre ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on s'inspire des réalités pour, en tout cas, faire des récits. Même si on ajoute, on va y ajouter quelque chose, ça devient une fiction. Mais il y a toujours quelque chose de réel dans ça. Ok. Vous voyez. Parlant des étoiles de Nduru, je peux dire qu'il y a un mélange. Il y a vraiment une partie qui a été vraiment, si vous voulez, c'est une fiction, on peut dire. Ok. Donc, c'est de l'imagination. Mais il y a une autre partie vraiment qui c'est de la réalité. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Il y a un peu de tout. Ok. Ouais. Et si vous avez parlé un peu des mendiants, des professionnels de mendiants et les fonctionnaires de la rue, pensant que en faisant ce travail, est-ce que ils peuvent finir par être peut-être des patrons ou des riches, mais de ne pas peut-être se tromper. Et nous ne sommes pas dans un happy ending digne de Bollywood. Est-ce que où est-ce que vous voulez en venir avec ce segment, peut-être, si je peux appeler comme ça? Bon, vous savez, c'est juste une façon, bien qu'elle soit littéraire, hein, c'est ce qui fait que vous y attardez beaucoup à poser des questions. Sinon, c'est purement littéraire. Oui, peut-être Voilà, moi, je peux comprendre, oui, mais l'idée, peut-être il y a une partie de nos auditeurs qui n'ont pas effectivement, vu le résumé de vos oui, romans. oui. Donc, si nous partons sur certains détails, ça va leur permettre de mieux comprendre aussi. Effectivement, l'idée, c'est de dire tout simplement, vraiment, il faut pas compter sur la mendicité. Il ne Ouais. faut pas faire de ça un métier. Ça n'en est pas un. OK. D'accord? Il faut plutôt aller vers les centres de formation, les écoles. C'est là où les personnes en situation de handicap doivent avoir leur place et non dans la rue. Ouais. Donc, c'est une façon de lutter contre la mendicité que pratiquent ces Ouais. personnes-là aux Good. sociétés. Il n'y a pas de problème. Merci pour ces détails. Oumar, si tu as une question pour ce roman, on va passer dans le deuxième. Oui, on va passer. Le deuxième, c'est Je la devais dire plume quelque chose. consciente. Oui, Je vais dire allez-y. quelque chose. Heureusement, c'est moi qui l'évoque. Ce n'est pas Mhm. vous qui avez posé la question. Donc, je OK. vais juste citer quelque chose. Les précédentes émissions, je vous suivais.
vous avez beaucoup parlé de mariage avec les personnes handicapées. Je pense qu'en lisant Les Étoiles de Ndour, on peut avoir aussi une certaine vision dedans. Inch'Allah, je vais essayer d'acheter le document, Inch'Allah. Allez, Oumar, votre question sur la plume consciente. Ça, c'est le deuxième. Oui, comme je le disais, parce que à lire cet ouvrage, on sent que c'est beaucoup plus caustique, c'est plus costaud, ça s'adresse beaucoup plus aux dirigeants africains qu'à une partie qui amène les jeunes à prendre conscience, à se lever, à se battre pour leur futur. Je disais, pourquoi plume consciente? La plume consciente, je pense que c'est Drami a posé la question, mais en même temps, en donnant des commentaires, il a répondu à la question. Voilà, ouais, mais je préfère. Parfois, ça m'arrive aussi. En lisant le contenu, vous vous rendez heureusement compte que c'est une. Je presse surtout, si vous voulez, de la morale. J'invite à un changement de mentalité, surtout auprès de nos dirigeants partout en Afrique, parce que nous savons que cette histoire tumultueuse que le continent a connue pendant ces 30 dernières années, donc entre des guerres civiles, de l'ethnocentrisme, des xénophobies et tout ce qui va avec. Donc, je me dis qu'il faut prôner une prise de conscience afin que les mentalités changent pour que l'Afrique soit, n'est-ce pas, au rendez-vous des autres continents. Voilà, parce que depuis maintenant près d'un siècle, nous avons accédé à l'indépendance. Mais où est le résultat? Où est le résultat? Tout le monde connaît. Donc, c'est du fait que j'appelle à cette prise de conscience-là. Je prêche de la morale dans cet ouvrage. Voilà pourquoi j'ai appelé, j'ai lui donné le titre La plume consciente, parce que j'interpelle les consciences. D'accord. Et moi, après lecture de cet ouvrage, j'aimerais bien vous demander, est-ce que, en quelque sorte, l'actualité souvent joue sur vos écritures? L'actualité surtout l'actualité politique, surtout. Pas tellement, parce que, voilà, si vous voyez mes ouvrages, de façon un peu plus directe, c'est dans cet ouvrage-là que je me suis attaqué aux décideurs directement. Sinon, le reste, je le fais de façon indirecte. Mais pour quelqu'un qui sait analyser, il retrouve, n'est-ce pas, toujours la part de décideurs dans mes ouvrages, mais de façon indirecte. Mais dans cet ouvrage-là, précisément, je me suis attaqué à eux farouchement. Et je crois que dans celui qui va venir, ils auront leur part aussi. Ouais. D'accord. C'est ça, dans ce même ouvrage, vous avez beaucoup, c'est comme si vous avez des recueils de poèmes et d'ordre de distraction et d'hommage. Est-ce que vous avez fait des hommages à des personnes aussi peut-être handicapées qui ont pu reçu dans la vie courante à travers la poésie? À travers la poésie, je l'ai fait, mais ce bouquin n'est pas encore sorti. Ok. Et on va aller dans le troisième bouquin de Bungina ou l'espoir perdu. Et vas-y, Oumar, si tu as une question sur cet ouvrage aussi. Oui, Bungina ou l'espoir perdu, je n'ai vraiment pas eu la chance de le parcourir, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a inspiré vous avez dit que c'est ce qu'on appelle couramment chez nous un enfant gâté. Qu'est-ce qui vous a inspiré à rédiger un roman dans ce sens? Est-ce que ça part d'une expérience vécue ou c'est toujours de l'imaginaire? Ça part des remarques que j'ai faites, n'est-ce pas, dans notre société. Vous voyez combien la jeunesse manque aujourd'hui d'éducation. Donc l'éducation, nous n'allons pas, je ne veux pas aller jusqu'à dire que les gens ne sont pas éduqués carrément, mais
ça manque beaucoup. Il y a beaucoup de choses à revoir dans ça. Ouais, surtout, des jeunes filles, surtout parfois si elles arrivent, qu'elles sont belles, elles pensent que la vie est faite et tout est permis. On, on se comporte, euh, voilà, on se croit tout permis. Or, ce n'est pas le cas. J'essaie dans cet ouvrage de mettre l'accent sur l'éducation. Voilà, si vous lisez un peu le résumé de l'ouvrage, vous le verrez. J'insiste sur l'éducation. Tout enfant, n'est-ce pas, mérite d'avoir une bonne éducation. Parce que quand les enfants ne sont pas éduqués, c'est comme ça qu'on gâte la société. Vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui, des jeunes, qui n'ont pas de respect pour les personnes âgées, qui ne savent pas comment, n'est-ce pas, s'y prendre vis-à-vis même de leurs maîtres quand s'ils sont des apprentis qui font des métiers ou bien des élèves qui ne savent pas accorder du respect à leurs professeurs s'ils sont des élèves ou bien des étudiants. Vous voyez, c'est carrément un délaissement parental quelque part qui est là, qu'il faut vraiment souligner et je pense que les gens doivent revoir cela parce que l'éducation est primordiale dans la vie d'un homme. Ok. Ok, toujours restons dans le même roman, Monsieur Sall. Où vous, dans ce roman, vous parlez de République aérobie. Donc, selon vous, parce que ça parle parce que les choses sont socialement déchirées. Et il y a le tissu social, l'ethnie, peut-être pourquoi pas les religions, parce que cette République aérobie-là, est-ce que c'est un peu la République de Guinée? Bon, laissez-moi dans le monde littéraire. Allez-y dire. Chacun va faire sa lecture et ses propres commentaires. Ok. Voilà. Moi, je l'ai appelé République des Aérobés. Et il va de soi ce que les lecteurs puissent deviner de quel pays s'agit-il exactement. Ok. Donc, Maintenant, ça, selon vous, alors, si vous ne voulez pas indexer, comment peut-on corriger cela alors? Comment pouvons-nous ressoudre ou bien recoudre ce tissu social qui est complètement, ou bien une bonne partie qui est déchirée maintenant? Bon, dans ce cas, je pense qu'une grande responsabilité revient aux décideurs. Aux décideurs. Ce sont eux qui donnent le premier pas sur tous les plans. S'ils font preuve, n'est-ce pas, de bonnes intentions, ils peuvent changer les choses. Maintenant, comment je veux dire, la population, les citoyens aussi, doivent changer de mentalité. Parce que, et au niveau des décideurs, et au niveau des citoyens, il y a toujours des choses à corriger. Donc, c'est une façon d'inviter chacun de prendre ses responsabilités pour vraiment, vraiment faire ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de problème.